En 1867, la première mission militaire française est envoyée au Japon sous l'initiative de Napoléon III. Son rôle premier est d'entraîner les armées du shogun Yoshinobu Tokugawa, le grand big boss du Japon de cette époque, qui tente de renforcer son gouvernement. En effet, Tokugawa commence à se dire que son pays est pas mal à la bourre niveau modernisation, ce qui est un peu paradoxal étant donné que les shoguns sont de fervents défenseurs du sakoku. Mais bon, il utilise la technique de l'autruche ensablée et reçoit l'aide des militaires français dont notamment l'officier Jules Brunet. Très vite, Brunet se fascine pour cette culture si différente de la sienne. Il est passionné par les traditions japonaises et réalise de nombreuses aquarelles de soldats japonais. Il note également dans son journal de bord toute l'admiration qu'il commence à ressentir pour ce pays. Comment ? Ah, ça te rappelle le dernier samouraï? Bah c'est tout à fait normal, car le film en est très librement inspiré. En gros, les ricains ont pris tout ce qu'ils trouvaient cool, et ils en ont fait un film trop épique de la mort, un divertissement de qualité, mais qui historiquement fait office de caca. Au passage, ne prenez pas ombrage de ma prononciation des noms japonais, car je parle pas japonais. D'un autre côté, les provinces de Shōzu et Tosa commencent à flipper en voyant que le shogun gagne de plus en plus en puissance, et décident de s'allier pour rendre le pouvoir à l'empereur Meiji, qui jusqu'alors n'a absolument aucun pouvoir politique. Il est respecté en tant que figure religieuse, mais en gros c'est tout. Lorsqu'on essaye de décrire son rôle dans les pays étrangers, on parle généralement d'une sorte de pape. Du coup, la Grande-Bretagne se met du côté des clans de l'Ouest et entraîne les armées de l'empereur, tandis que la France reste fidèle à son traité et soutient le pouvoir shogunal. La mission militaire française sous les ordres de Jules Chanoine entraîne l'armée de Tokugawa pendant plus d'1 an, tout en gardant une grande majorité de samouraïs dans leur rang, tandis que l'armée de l'empereur est, elle, totalement modernisée. Donc Gatling, canon, uniforme, dernier cri... Bon après, il faut dire, les samouraïs ne portaient plus d'armure depuis un bon moment, hein. Ça c'était à l'époque féodale. En novembre, le shogun Yoshinobu Tokugawa, croyant ne plus pouvoir rattraper son retard sur l'armée impériale, abandonne et rend le pouvoir à l'empereur Meiji après 600 ans de règne shogunat. Tokugawa s'imagine que le nouveau gouvernement sera composé de seigneurs dont lui-même, et donc qu'il pourra continuer à tirer les ficelles en scred. Mais il se fait niquer par les partisans de l'empereur qui rétablissent le 3 janvier 1868 l'ancienne monarchie. Pour faire court, le patron c'est l'empereur Meiji. Les samouraïs de l'ex-shogun le poussent à la révolte, étant donné qu'ils flippent de perdre leur statut, car les samouraïs n'étaient pas comme le montre Hollywood, hein. Non. C'était avant tout de bons gros aristos qui avaient des avantages sociaux que le reste du peuple n'avait pas. Attention, ne confondez pas Ronin et samouraï qui n'ont rien à voir. C'est donc en janvier 1868 que débute la guerre de Boshin, opposant de nouveau la faction impériale, favorable à l'ouverture du Japon, et la faction shogunale, favorable au sakoku. Après une première défaite, Tokugawa se réfugie à Edo. Lorsque les troupes impériales approchent, l'ambassadeur français Léon Roche met au point un plan pour défendre la ville, et le shogun refuse de la mettre en place et perd la bataille de Koshukatsunuma le 29 mars 1868, offrant à l'armée impériale une victoire décisive sur le plan moral. Yoshinobu Tokugawa capitule le 27 avril, mettant fin à la guerre de Boshin. Comme tu t'en doutes, la mission militaire française est plus vraiment désirée au Japon étant donné qu'ils ont combattu aux côtés des samouraïs. Du coup, la France est obligée de devenir neutre dans le conflit et rappelle la mission militaire chez Mémé. Mais Jules Brunet, il peut tout simplement pas se résigner à abandonner ses élèves qu'il a appris à respecter et admirer. Yamete Kodasai, Burunato Sensei. Oh ta gueule, hein. Avec quelques-uns de ses camarades français, il démissionne de l'armée française et part à Hokkaido dans l'espoir d'y organiser une contre-attaque en compagnie des derniers samouraïs fidèles au shogun, dirigés par Takahiki Enomoto. Après avoir vaincu les clans ennemis et pris le contrôle d'Hokkaido en décembre, les troupes du shogun fonde la République d'Ezo. On dirait pas comme ça, mais une république créée par des samouraïs rebelles en plein empire, c'est quand même un truc de ouf. Brunet. Ah tiens, tu vois que c'est marrant en fait. Brunet, qui sait que la bataille décisive se déroulera à Ezo, prend en main la situation et organise les défenses, mettant tout son savoir-faire de vétéran de la guerre au service des samouraïs. Le 30 juin, l'île est prise d'assaut par l'armée impériale qui attaque simultanément par la terre et par la mer. Brunet et ses frères d'armes opposent une résistance mémorable, mais à 800 contre 8000, une fois le fort Goryokaku tombé, ils sont forcés de déposer les armes et capituler. Jules Brunet et ses camarades quittent la bataille à bord de la corvette française Koitolong avant la reddition afin d'échapper à d'éventuelles tortures qui étaient alors infligées en représailles aux perdants. Il les connaît pas beaucoup à cette époque. Il rentrera par la suite en France où il recevra un blâme réglementaire, en gros il se fait bien taper sur les doigts, et finira par réintégrer l'armée. De nos jours, Jules Brunet est absent des livres d'histoire français. On se demande bien pourquoi, car c'est absolument épique. Mais cependant au Japon son histoire continue d'être un peu racontée, et Jules Brunet est heureusement resté dans les mémoires.